Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 8 février. À la une de cette édition, Ramlati Ali explique ses prises de position à l'Assemblée nationale. Vivement critiquée depuis son rejet d'un amendement portant sur l'extension des cartes de séjour délivrées à Mayotte, elle assume ses choix. Selon elle, cette question du séjour doit faire l'objet d'un débat local en raison du risque d'appel d'air qu'il induit. La députée assure par ailleurs qu'elle attend beaucoup des promesses faites par le président de la République en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Au montage, Leslie Vimenet. Depuis plus d'une semaine, la députée Ramlati Ali est au cœur d'une polémique alimentée par certains de ses opposants. Elle est accusée d'avoir trahi les Mahorais en votant contre un amendement permettant aux personnes obtenant une carte de séjour à Mayotte de circuler sur l'ensemble du territoire national. Un choix inévitable selon elle, au regard de sa mission de rapporteur et de l'urgence d'entériner ce texte avant le 1er mars. Une chose est sûre, je n'aime pas mentir. D'abord, je ne peux pas mentir aux Mahorais. Je savais que ça n'allait pas passer, mais faire juste pour que les Mahorais ne disent rien, je trouve que c'est de l'hypocrisie et je n'aime pas ça. Ça, c'est un premier point. Mais le point le plus important qu'il faut savoir, c'est que j'étais responsable d'un texte, j'étais rapporteur. Donc, si je donne un avis favorable à un amendement, quel qu'il soit, c'est que je m'engage au nom de toute une commission. Donc je n'avais pas le droit, alors que je savais qu'on était sur un problème technique. La proposition de loi s'agissait juste de changer un délai de 2 jours à passer à 5 jours pour éviter un chaos à Mayotte. Et là, aller dire, en tant que rapporteur, aller dire que j'étais favorable. Ça n'avait aucun sens. La députée ne se dit pas défavorable à cet amendement, même si elle craint que cela provoque un appel d'air impossible à maîtriser. C'est ça qu'ils recherchent les gens, de partir plus loin qu'à Mayotte, aller à La Réunion et voir la métropole. Ils viendront encore plus. Et moi, j'aurais été à leur place. J'ai la porte de l'Europe qui est juste à 60 km. Il n'y aura plus que les Comoriens qui viendront en masse. On a des Africains qui font des distances et des distances pour aller jusqu'en Libye avec toutes les tortures qu'on a entendues et qui essayent quand même d'aller jusqu'en Europe. Aujourd'hui, ils savent que ça peut se faire plus ou moins pacifiquement en passant par Mayotte. Ils feront, est-ce qu'ils ne viendraient pas eux-mêmes, sachant que pour avoir cette carte de séjour, pour l'avoir expérimenté à l'hôpital en tant que médecin pour mes malades, je sais que la carte de séjour, on ne l'a pas au bout de 3 ans. Ça peut prendre 3, 4, 5, voire 10 ans. Avant d'envisager une loi sur l'extension du séjour délivré localement, Ramlati Ali souhaite que certaines conditions soient réunies. À ce titre, elle veut croire aux promesses d'Emmanuel Macron quant à une opération militaire pour limiter l'immigration clandestine à Mayotte. J'ai applaudi quand j'ai entendu le président de la République parler de plan Harpie pour Mayotte, à compter du mois de mai. Là, j'ai applaudi. Et j'attends, je suis vigilante. Et j'aimerais que tous les Mahorais que nous sommes, soyons vigilants par rapport à ça, que ça soit réellement mis en place. Le plan Harpie, c'est toutes les forces armées, les militaires, qui seront utilisés pour la lutte contre l'immigration clandestine. Donc là, j'applaudis, et là, j'attends, et c'est seulement après que je rentrerai dans le débat, à mon sens, quand j'aurai vu que ça marche, parce que ça veut dire que quelque part, on aura fermé les frontières de Mayotte. Et à partir du moment où on a fermé les frontières, oui, ceux qui sont là, qui ont déjà voilà, cette fameuse carte de séjour, qu'on désengorge pour les envoyer à La Réunion, puis à Métropole. Au mois de juin prochain, le chef de l'État sera sur le département. Mais nul doute que d'ici là, la question des cartes de séjour reviendra sur le devant de la scène, à Mayotte comme à Paris. La députée de la première circonscription de Mayotte a également évoqué la question des monopoles sur le département le plus pauvre de France. Là encore, elle s'en remet aux propos du président Emmanuel Macron qui a annoncé vouloir lutter contre ce phénomène en Outre-mer. Concernant la piste longue, Ramlati Ali assure qu'il s'agit là d'un de ses combats durant cette mandature. À ce titre, des réunions sont prévues prochainement dans les plus hautes instances pour faire avancer ce projet qui rassemble. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. J'ai été contente d'entendre le président de la République répondre à un maire de je ne sais plus quel territoire. De Ouangani, non, pas Ouangani, c'était pas de chez nous en disant qu'il faut lutter contre les monopoles.
Donc moi là-dessus, je dis chiche, on doit le prendre au mot. Il faut lutter contre le monopole. Si on veut sortir des monopoles à Mayotte, oui, il y a cette histoire de Total pour sortir des monopoles. Mais ça, je pense qu'on a quelques clés à Mayotte quand même à actionner. Et concernant Aerostral, la clé, c'est la piste longue. C'est pas autre chose, c'est la piste longue. Donc, dans tout... Il faut prendre ce problème dans tous les sens. Dans tous les sens, il faut qu'on y arrive. Oui. Personnellement, j'ai commencé par le ministère des Transports et on y a été avec mes autres collègues parlementaires. Le jour même où il y avait le débat, j'avais réussi à mettre un rendez-vous à 17h où j'avais demandé à mes collègues, y compris avec le président du département, qu'on devait y aller, et comme je savais, je suis après que la question aurait été posée au président, j'ai fait annuler ce rendez-vous en attendant de voir la réponse et puis de retourner vers le ministère des Transports et puis de l'Environnement. Je me tourne maintenant vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Fatiou Ibrahim, l'un des membres du collectif des citoyens de Mayotte. Fatiou, bonsoir. Oui, bonsoir M. Bellucci, bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs, téléspectatrices. Vous avez entendu la députée Ramlati Ali. Comment se positionne le collectif des citoyens de Mayotte par rapport justement à cette histoire des cartes de séjour et cet amendement qui a été déposé? Comment vous l'avez pris? On sait que ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, beaucoup de critiques par rapport à la députée. Est-ce que ces explications vous satisfont? Alors clairement, nous ne sommes pas satisfaits des explications. Nous savons que c'est de la fumisterie. On est en train de mentir encore une fois aux Mahorais. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, les explications sont un peu bancales. Les explications de la députée, ça part un peu, enfin de la députée et de la majorité présidentielle, ça part un peu dans tous les sens. Lors de la question, nous l'avons vu, du député Mansour Kamardine, le ministre a répondu qu'il ne voulait pas que ce soit mis en place parce que tout simplement cela constituerait un appel d'air. Madame la députée... Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Alors, pas du tout, ça ne constituerait pas un appel d'air. Et puis même si ça constitue un appel d'air, mais à ce moment-là, le problème, à tout le moins, ce ne sera plus un problème de Mayotte. Ce sera un problème français, réellement français, parce que ça touchera le territoire national, et c'est ce que les Mahorais comprennent, enfin, c'est ce que les Mahorais ont compris, et c'est ce que les Mahorais demandent. Sauf que ce que nous constatons, c'est qu'à chaque fois, nos élus, au lieu de porter la voix des Mahorais au gouvernement, ils sont en train de prêcher à chaque fois la bonne parole du gouvernement envers les Mahorais. Quand les Mahorais leur disent « Attention, ce que vous nous servez là est trop salé, ce n'est pas bon pour nous », ils disent à chaque fois, les élus locaux, au lieu de se donner le mal, d'expliquer le mal des Mahorais, au contraire, ils sont là en train de prêcher la bonne parole. Nous avons connu ça à l'époque avec Mansour Kamardine sous Sarkozy, nous avons connu ça à l'époque avec ce monsieur Ibrahim Boubacar sous Hollande, et aujourd'hui, nous connaissons ça avec Madame Ramlati et le sénateur Tani et autres. À chaque fois, on nous sert toujours la même chose, sauf que les Mahorais, ce ne sont pas des enfants, nous comprenons ce qui se passe. Et donc, pour en revenir à cette question du visa Schengen, du visa notamment, oui. Du visa Schengen, les Mahorais veulent que ce soit ouvert pour que la question devienne nationale, que la question devienne européenne. C'est comme ça que nous l'avons vu avec le cas du passage par Lampedusa. La question est devenue européenne, il a fallu trouver une solution au niveau européen. Sauf qu'aujourd'hui, l'État est en train de cantonner cette question-là à un problème franco-français, mais même pas. C'est encore plus grave que ça parce que c'est un problème mahorais. Et donc, tant que ça reste un problème mahorais, et la ministre l'a dit de manière aussi insultante et si vraie, tant que ça reste un problème mahorais, en gros, à Paris, ça ne les regarde pas. Donc, ces explications-là ne tiennent pas. Alors, le président vient quand même de réagir, puisqu'il a expliqué que dès le mois de mai, il viendra au mois de juin, mais avant, dès le mois de mai, une opération spéciale qui va notamment mobiliser les forces militaires, les forces armées à Mayotte, sera mise en place, notamment quelque chose qui pourrait ressembler, même si le contexte n'est pas le même, à ce qui se fait en Guyane ou ce qui se fait dans la Méditerranée. Non, mais avant de venir à ça, il y a quand même un aspect important de la question qu'il faudrait qu'on rappelle. La question de l'immigration clandestine, il faut bien qu'on replace les choses à leur place. Les Mahorais, ce qu'ils demandent,
Ce n'est pas des questions de délai, de retour de ces immigrés au CRA ou je ne sais pas quoi. Ça, ce sont des questions administratives. Si la députée se donne toute cette énergie pour servir l'État, c'est son problème. Mais les Mahorais, ce qu'ils demandent, c'est que ces gens-là n'entrent pas sur le territoire. Justement, cette opération, elle vient pour répondre à ça. Justement. Donc, c'est ce que les Mahorais demandent. Maintenant qu'il reste 2 jours ou 3 jours, ça, c'est la question de l'État. S'il les laisse entrer, à ce moment-là, c'est à l'État de se dépatouiller pour s'en sortir dans ces questions-là. Maintenant, donc, et ça fait une transition par rapport à votre question, cette question de déployer les forces armées, mais c'est ce que nous demandons depuis longtemps. Et on se demande pourquoi est-ce qu'aujourd'hui seulement, l'État se réveille. Il était en fin temps. Et nous espérons que cette promesse sera à la hauteur des attentes de Mayotte parce que nous savons que l'immigration clandestine, c'est une immigration coloniale, c'est une immigration qui vise à faire disparaître le peuple mahorais. Et donc, nous sommes conscients des dangers et nous espérons que enfin le gouvernement prendra la mesure du danger, prendra la mesure des attentes de Mayotte en déployant effectivement toutes les forces nécessaires pour lutter contre ce phénomène-là. C'est un signe positif quand même d'entendre le président parler effectivement de plan harki. Nous attendrons de voir. On a pris l'habitude, on sait à Mayotte, à chaque fois on vient nous mentir, nous promettre monts et merveilles, on ne se laissera plus prendre dans ce piège-là, on attend de voir et on jugera à ce moment-là. Elle a évoqué aussi, la députée, la question des monopoles à Mayotte. Et le président de la République, là encore, a parlé de ces monopoles en disant qu'il fallait y mettre fin au niveau des Outre-mer, dans les territoires ultramarins. Vous allez demain manifester, vous appelez à manifester avec le collectif des citoyens de Mayotte à l'aéroport pour justement dénoncer le monopole et pour réclamer la piste longue. La députée semble avoir pris des rendez-vous. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui rassemble et que vous allez rassembler avec ça? Alors, que tout le monde se sent concerné par ça. Alors tout à fait, parce que les Mahorais, Mayotte étant une île, nous n'avons d'autre choix que de sortir par l'aérien ou le bateau. Et donc là-dessus, tout Mahorais doit se sentir concerné par cette question-là. Et pour une fois, nous allons, nous collectifs, reprendre les mots de la députée. Nous disons au président de la République « chiche », parce qu'il est allé plus loin que ça. Il a même dit que, attention, il a mis en garde les élus, que les questions des monopoles dans les dom-toms, les élus locaux sont aussi concernés. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et nous disons chiche au président de la République pour démanteler tout cela, parce que lorsqu'il dit que les élus locaux sont concernés, la population lambda comme moi, comme les gens qui sont dans le collectif, nous ne sommes pas concernés. Et nous demandons simplement à pouvoir vivre de nos misérables moyens de subsistance, que nous puissions vivre dignement. Et donc nous disons chiche au président de démanteler tout ce qu'il faut démanteler parce que à ce niveau d'oligarchie ou à ce niveau de monopole, il faut parler de démantèlement, de démanteler tout ce qu'il faut démanteler, quelles que puissent être les puissances qui soient derrière, afin qu'ils puissent proposer aux Mahorais et dans les dom-toms de façon générale une vie décente aux habitants, les Français qui vivent ici. On parlait de rassemblement. Est-ce que vous avez l'impression, là, que vous avez réussi à rassembler? Est-ce que demain, il va y avoir du monde sur l'écho que vous en avez pour le moment? Nous espérons que toute la population de Mayotte se sentira concernée par cet appel et que les gens viendront et qu'il ne faut pas se fatiguer. Nous l'avons vu. Il faut prendre l'exemple sur les Gilets jaunes qui ont organisé des manifestations, entre guillemets, sporadiques tous les samedis. Et à chaque samedi, la manifestation est allée crescendo, malgré les tentatives multiples de l'État pour stopper la manifestation. Et donc, nous demandons à ce que toute la population prenne exemple sur c'est un exemple de détermination, qu'on prenne exemple sur cela. Et donc, et ne jamais se fatiguer. Nous avons déjà fait une telle manifestation il y a 2 ans. Nous la renouvelons demain. C'est important de dire à l'État que nous avons compris que l'État cherche en fait ce qu'il cherche à réaliser. Nous l'avons compris. Ils essaient de nous dire qu'aux Comores, à Moroni, il y a déjà une piste de 3000 mètres, donc il n'y a aucun intérêt à réaliser une piste d'autant, d'une telle longueur à 100 km de la piste de Moroni. Sauf que ici, nous ne pouvons pas, comme son ministre des Affaires étrangères est en train d'essayer de le vendre aux Mahorais, nous ne pouvons pas raisonner en termes de région puisqu'il y a une puissance étrangère là qui revendique une souveraineté sur notre territoire. Ici, nous sommes français et donc l'État doit donner les moyens au territoire qui est le sien de pouvoir vivre malgré la puissance étrangère qui est à côté. L'idée, c'est aussi de créer justement un hub
à Mayotte pour qu'il y ait effectivement d'autres compagnies, mais aussi qu'il y ait d'autres destinations et qu'éventuellement ça profite à l'ensemble de la société au niveau économique. Exactement. Vous parliez crescendo, juste je vous interromps par rapport à ça, vous parliez d'une manifestation crescendo. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ça se reproduise et que ça monte effectivement en intensité? On entendait hier le président du MODEM demander effectivement à ce qu'il y ait manifestation, oui, mais pas de blocage. Est-ce qu'on pourrait aller vers des blocages? Alors, nous aurons le temps de nous concerter entre les manifestants qui seront là demain et puis le collectif pour voir qu'est-ce que nous envisagerons par la suite. Mais nous attendons de voir demain la mobilisation des Mahorais, que nous avons, l'appel a été lancé. Nous allons voir la mobilisation et à ce moment-là, on décidera des suites à donner à cette manifestation. En tout cas, nous ne nous fatiguerons pas, Rahachiri comme on dit, et nous ne nous fatiguerons pas à chaque fois d'appeler la population sur les grands sujets, parce que l'aéroport de Mayotte, ça fait quand même partie des équipements structurants de notre territoire, et donc nous ne nous fatiguerons pas jusqu'à obtenir cet équipement-là. Est-ce que ça sera un échec si demain vous n'arrivez pas à mobiliser sur une question qui semble rassembler comme ça? Pas du tout. Nous comprenons que nous sortons de plusieurs mois de manifestations il y a moins d'un an et que les Mahorais, nous pourrons comprendre l'état de fatigue, mais c'est pour cela que nous tentons de sensibiliser les Mahorais qu'il ne faut pas se fatiguer parce qu'ailleurs, nos compatriotes ne se fatiguent pas malgré le froid, malgré les conditions difficiles. Ils manifestent parce qu'ils savent que leurs manifestations sont légitimes, parce qu'ils savent que leurs revendications sont légitimes et donc les nôtres aussi sont tout aussi légitimes et nous demandons à ce que les gens soient conscients de cela et qu'ils se mobilisent au maximum. Fatou Ibrahim, un dernier mot. Vous le dites, effectivement, la manifestation est un moyen. Il en existe d'autres pour se faire entendre. La députée expliquait qu'elle ira dans les différents ministères. Le sénateur Thani Mohamed Soilihi expliquait que le grand débat national peut justement servir la cause de Mayotte sur des points comme la piste longue, où peut-être qu'il faut se concentrer là-dessus, et plutôt que de revenir à chaque fois, comme ça a été fait lors des assises ou lors du grand plan pour Mayotte, se concentrer sur peut-être le combat actuel, peut-être de 2019, cette piste longue. Est-ce que vous êtes d'accord avec le sénateur Thani? Nous avons l'habitude, moi j'ai l'habitude de dire ce que je pense, et on l'a dit à plusieurs reprises au niveau du collectif, nous avons parfaitement compris que le grand débat national, c'est un moyen pour détourner l'attention de la France, pour détourner aussi, pour casser un peu la manifestation des Gilets jaunes qui sont en train de rappeler l'État à la dure réalité du terrain. Et donc là-dessus, nous ne nous sommes jamais fait aucune illusion. Ce grand débat national, il ne sert strictement à rien. Nous l'avons vu, même l'organisation elle-même, elle est bancale. On appelle le président de la République qui descend jusqu'à l'échelon de la commune, au lieu de discuter avec des échelons plus élevés, alors que nous tendons vers une réorganisation du territoire, à savoir régional, le président de la République se permet d'aller discuter avec des détails concernant les communes. Donc nous l'avons compris, c'était une simple opération de communication qui permettrait au passage de déminer un peu l'action des Gilets jaunes. Donc nous n'attendons rien, absolument rien de ce grand débat national. Il faut y participer parce qu'il ne faut pas qu'on nous pointe du doigt de n'avoir rien dit. Mais nous savons que nous avons déjà dit ce que nous voulions lors des États généraux. Nous l'avons redit lors des Assises aux Outre-mer. Nous l'avons redit pendant 3 mois l'année dernière. Il y a eu plusieurs visites ministérielles. C'est devenu un sport national à Mayotte. Des missions parlementaires qui sont venues ici. Qu'est-ce qui n'a pas été dit autour de Mayotte? Et à chaque fois, on nous sert autre chose. Le dernier exemple, c'est ce qui se passe actuellement. On demande à ce qu'on stoppe l'immigration clandestine. Et qu'est-ce qu'on nous sert? On nous sert un délai plus long pour garder les gens au CRA. Sauf que c'est pas ce que nous avons demandé et à chaque fois on nous fait le coup. Un dernier mot pour terminer et pour conclure sur technique. Demain, comment ça va se dérouler au niveau de la manifestation? Eh bien, on a appelé les gens à se réunir tôt le matin à Four à Chaud et puis après, donc nous allons faire une marche donc nous allons nous diriger certainement vers l'aéroport. Les détails des organisations, je ne suis pas dedans, mais c'est des collègues qui s'en occupent et donc nous appelons tout le monde à se réunir demain matin au Four à Chaud et nous ferons la marche à partir de là. Fatou Ibrahim, merci beaucoup et puis on suivra cette mobilisation demain. C'est nous qui vous remercions. On poursuit. Éducation ou plutôt cinéma dans votre 19h. Le lycée de Mamoudzou Nord a été sélectionné pour participer au premier César des lycéens du cinéma. La cérémonie des Césars récompense chaque année les talents et les œuvres françaises qui ont marqué l'année cinématographique écoulée. En 2019, les lycéens sélectionnés composeront un jury chargé d'attribuer un nouveau César, celui des lycéens. Les élèves sélectionnés à travers la France et particulièrement au lycée de Mamoudzou Nord devront ainsi visionner les 7 films nommés cette année. Paul Arthur Avit était du côté de Kaweni ce matin
pour vivre la cérémonie d'ouverture. Reportage. Le lycée de Mamoudzou Nord a eu l'honneur d'être sélectionné pour participer au premier César des lycéens du cinéma français. Étant le premier d'outre-mer à proposer une classe de terminale spécialité cinéma et audiovisuel, il est aussi le seul à être sélectionné dans les dom-tom parmi les 55 classes au niveau national. Les élèves de la terminale L3 devront donc visionner 7 films et remettre aux films qu'ils ont préférés un nouveau type de César, le César des lycéens, créé par le ministère de l'Éducation nationale et l'Académie des Césars. Pour l'occasion, une cérémonie a eu lieu dans l'amphithéâtre du lycée pour présenter les films et les élèves participants. Le directeur du cabinet du vice-recteur est même passé féliciter les élèves qui sont enchantés par la nouvelle. Je suis honorée qu'on puisse faire partie des élèves choisis. Et on stresse, mais c'est du bon stress quand même, parce que c'est quand même des grands acteurs, des grands films, des grands réalisateurs. Mais justement, ça nous permettra de nous lancer. Une opportunité professionnelle inouïe pour ces jeunes filles. Pour nous, c'est vraiment une énorme occasion. C'est vraiment les Césars, c'est vraiment quelque chose d'inaccessible en fait. C'est quelque chose qu'on peut espérer toucher du doigt, mais là on y est. On n'est pas nominé, mais on va nominer un film. Et ça, c'est vraiment une super grande opportunité pour nous et puis même pour plus tard, parce que sur le CV, ça fait quand même bien a été jury des Césars. Si tout se passe bien, ils pourront même aller à Paris pour la cérémonie des Césars, ce qui leur ouvrirait les portes du monde du cinéma. Mansour Kamardine qui réagit à la dernière enquête de l'INSEE, Oulangana Nyamba qui lance une pétition, ou encore le SNUPP-FSU qui s'insurge suite aux récents propos d'Emmanuel Macron. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité. Place au bref de ce vendredi 8 février. Le député Mansour Kamardine a rapidement réagi suite à l'enquête de l'INSEE sur les caractéristiques de la population et des logements à Mayotte. Selon lui, le chiffre d'un habitant sur 2 de nationalité étrangère est minoré et la réalité est plus proche d'une population composée de 40% de Français, dont 30% de Mahorais et 60% d'étrangers pour moitié clandestins. Il souhaite ainsi la poursuite de l'aménagement des dispositions législatives pour tenir compte de la situation particulière de Mayotte. Le député conclut en ces termes, je cite, « La législation sur le regroupement familial, le titre de séjour d'exception spécifique à Mayotte, les mesures d'éloignement, la lutte en mer et sur terre contre l'immigration clandestine doit être aménagée pour l'adapter à la situation inédite du 101e département français. Le dispositif de lutte en mer pour bloquer les kwassa et démanteler les filières doit également monter en puissance à travers la mobilisation de moyens militaires, comme c'est déjà le cas en Guyane et en Méditerranée, contre les filières libyennes. » Les propos du président de la République aux maires ultramarins n'ont pas plu à tout le monde. C'est le cas des fonctionnaires, comme en témoigne ce communiqué du SNUPP-FSU. Le syndicat majoritaire du premier degré à Mayotte explique qu'Emmanuel Macron a, je cite, « osé accuser la surrémunération des fonctionnaires d'être la cause de la vie chère dans les Outre-mer ». Le SNUPP-FSU affirme qu'au contraire, et comme le soutient l'INSEE, le complément de rémunération favorise la croissance économique à Mayotte. Le pouvoir d'achat par habitant augmente grâce en partie à l'indexation des salaires. Pour le syndicat, ce sont les situations de monopole qui sont responsables de cette vie chère. Il ajoute, je cite, « Le président des très riches ne peut pas objectivement affirmer que la vie chère est entretenue par le niveau des salaires des agents publics. Nous resterons extrêmement vigilants par rapport aux maires et conseillers départementaux qui seraient tentés de répondre favorablement à l'appel du pied du président. » L'association Oulangana Nyamba lutte depuis de nombreuses années pour la protection des tortues à Mayotte. Cependant, les braconniers restent toujours aussi nombreux et sont prêts à tout pour récupérer une chair de tortue vendue jusqu'à 40 € le kilo. L'association a donc décidé d'alerter les autorités en lançant une pétition réclamant le renforcement de la lutte contre le braconnage. L'association exige que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, opérateur qui a quitté Mayotte en 2013-2014, remette des effectifs sur Mayotte dans la perspective de la création annoncée du futur Office français de la biodiversité. Oulangana Nyamba demande en parallèle que des moyens humains dédiés soient clairement identifiés et qu'une véritable coordination des missions de lutte contre le braconnage des tortues marines soit mise en œuvre. Enfin, les bénévoles de l'association souhaitent que les opérations soient amplifiées pour permettre de lutter contre ces massacres et contre les filières de commercialisation de la viande de tortue marine. On termine ce journal avec un mot de spiritualité. Nombreux sont ceux qui l'associent à la religion. Elle n'est pourtant ni un système religieux, ni une philosophie cultuelle.
Alors, comment la définir et que permet-elle? Ce sont les questions auxquelles Babacar Fall, docteur en philosophie, a tenté de répondre à l'occasion d'une conférence dispensée au CUFR de Dembéni. Ce séminaire qui a eu lieu hier s'inscrit dans les rencontres mensuelles organisées par le département de lettres et sciences humaines. Leur objectif, ouvrir à la réflexion et partager les travaux de chercheurs, doctorants et experts. Marion Tellier. La spiritualité au XXIe siècle, entre unité et pluralité, c'est le thème de la conférence qui s'est tenue hier au CUFR de Dembéni. Babacar Fall est docteur en philosophie. C'est au détour d'une rencontre qu'il décide d'entreprendre des recherches sur le thème de la spiritualité. L'aventure débute à Paris alors qu'il discute avec une femme. Cette dernière lui révèle être spirituelle mais en aucun cas religieuse. Cette distinction était hier l'un des objets de l'exposé du professeur. La spiritualité, ce n'est pas la religion. Il y a de la spiritualité dans la religion, mais toute spiritualité n'est pas forcément religieuse. La spiritualité, finalement, c'est quoi? C'est le moyen par lequel l'homme va essayer de se départir des contingences terrestres pour essayer de nourrir quelque chose de plus grand que lui. Quand on est religieux, on va croire que finalement, la spiritualité, elle part de la religion. Mais on peut être spirituel sans être religieux. Le but de cette intervention, montrer que les formes de spiritualité sont multiples puisque propres à chacun. Une approche qui, pour tous, religieux ou non, amène à davantage de réflexion. Il me semblait que, en proposant ce type de sujet, c'est une manière pour d'inviter à prendre un peu de recul sur notre pratique quotidienne de la religion, par exemple, ou notre réflexion qu'on peut avoir sur le plan individuel concernant la spiritualité, et donc y apporter une expertise, un recul, une distance qui permet finalement d'aller plus loin dans ce que l'on pense, de sortir de notre manière de penser pour aller tout simplement vers une forme de connaissance savante. Le département de lettres et sciences humaines organise chaque mois des séminaires de recherche. Ces rencontres peuvent être dédiées à toutes sortes de thématiques avec des chercheurs venus de toute l'Europe ainsi que de l'océan Indien. Le prochain rendez-vous est fixé à la date du 7 mars 2019. Il portera sur l'histoire de la littérature francophone africaine. C'est ainsi que s'achève cette édition. Tout de suite, la suite de nos programmes. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellent week-end sur Kwesi.